Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre. C'est parti. Aujourd'hui, moi, Didier Manson, je vous emmène sous le capot pour répondre à une question simple en apparence, mais essentielle pour la vie de votre moteur. Comment fonctionne un radiateur de voiture? Pourquoi cette pièce discrète empêche votre moteur de se transformer en véritable four? Et comment repérer les signes d'un problème avant qu'il ne coûte très cher? Si vous pensez qu'un radiateur n'est qu'une boîte métallique remplie d'eau, restez bien avec moi, parce que vous allez voir qu'il s'agit d'un véritable échangeur de chaleur, capable de protéger un moteur qui travaille dans des conditions extrêmes. Le plus intéressant, c'est que lorsqu'il fonctionne bien, personne ne le remarque. Mais lorsqu'il commence à faiblir, tout peut aller très vite. Aiguille de température qui grimpe, vapeur sous le capot, liquide qui disparaît, ventilateur qui tourne sans arrêt, ou, pire encore, joint de culasse endommagé. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le rôle du radiateur, la circulation du liquide de refroidissement, le travail du thermostat, de la pompe à eau, du ventilateur, du vase d'expansion et du bouchon sous pression, mais aussi les pannes les plus fréquentes et les réflexes qui peuvent sauver votre moteur. Mon objectif, c'est qu'à la fin de cette explication, vous ne voyez plus jamais le radiateur comme une simple pièce cachée derrière la calandre, mais comme l'un des organes vitaux de votre voiture. Pour comprendre le radiateur, il faut d'abord comprendre ce qu'est un moteur thermique. Dans un moteur essence ou diesel, on brûle du carburant pour créer du mouvement. À l'intérieur des cylindres, la combustion pousse les pistons. Les pistons font tourner le vilebrequin, et cette rotation finit par entraîner les roues, mais cette transformation d'énergie n'est pas parfaite. Une partie seulement devient du mouvement utile. Une grande partie devient de la chaleur. Cette chaleur vient de la combustion, des frottements, de la pression, de la vitesse de rotation et de toutes les pièces qui travaillent ensemble. Si on laissait le moteur chauffer librement, les métaux se dilateraient trop, l'huile perdrait ses qualités, les joints souffriraient. Les surfaces pourraient se gripper et le moteur finirait par se détruire. Le rôle du système de refroidissement n'est donc pas accessoire. Il permet au moteur de fonctionner dans une plage de température contrôlée, et attention, il ne s'agit pas de rendre le moteur le plus froid possible. Un moteur trop froid fonctionne mal, consomme davantage, pollue plus, use plus vite certaines pièces et chauffe moins bien l'habitacle. Le but est de maintenir la bonne température, celle où l'huile lubrifie correctement, où la combustion est efficace, où les jeux mécaniques sont prévus par les ingénieurs, et où les matériaux ne sont pas en danger. Le radiateur est l'une des pièces principales de cet équilibre. Mais il travaille avec tout un circuit. Le fonctionnement général est assez facile à imaginer. Un liquide spécial, qu'on appelle liquide de refroidissement, circule dans le moteur. Il passe autour des zones très chaudes, notamment près des cylindres et de la culasse, et il absorbe la chaleur. Ensuite, ce liquide chaud est envoyé vers le radiateur. Là, il traverse de nombreux petits tubes très fins, entourés d'ailettes métalliques. Ces ailettes augmentent énormément la surface de contact avec l'air. Quand la voiture avance, l'air extérieur entre par la calandre, traverse le radiateur et emporte une partie de la chaleur. Le liquide ressort alors plus froid, retourne vers le moteur, récupère à nouveau de la chaleur, puis revient au radiateur. C'est une boucle permanente, un mouvement continu qui se répète pendant tout le trajet. Le moteur donne sa chaleur au liquide, le liquide la transporte jusqu'au radiateur. Le radiateur la donne à l'air, et l'air l'évacue dans l'atmosphère. Voilà le principe de base. Ce qui semble magique depuis le siège du conducteur est en réalité un échange thermique très concret. Plus le liquide circule correctement, plus l'air traverse efficacement le faisceau, plus le radiateur peut faire son travail. Quand on regarde un radiateur de voiture, on voit généralement une grande pièce rectangulaire assez fine, placée à l'avant du véhicule, derrière la calandre. Il est placé là pour recevoir un maximum d'air lorsque la voiture roule. Sa partie centrale, le faisceau, est formé de tubes et d'ailettes. Sur les côtés, ou parfois en haut et en bas selon la conception, on trouve des réservoirs qui répartissent le liquide dans les tubes. Beaucoup de radiateurs modernes sont en aluminium avec des parties en plastique. L'aluminium conduit bien la chaleur et permet de réduire le poids, tandis que le plastique facilite la fabrication et l'intégration. Mais avec les années, les variations de température, les vibrations et la pression, ces parties peuvent se fatiguer, se fissurer ou fuir. Les anciens radiateurs en cuivre et en laiton étaient souvent plus faciles à réparer,
mais ils étaient plus lourds et plus coûteux. Dans tous les cas, le principe reste le même. Créer la plus grande surface possible pour transférer la chaleur du liquide vers l'air. C'est pour cela que le radiateur est fin, large, rempli de petits passages et entouré d'ailettes délicates. Un bloc massif refroidirait moins bien, parce que l'air aurait moins de surface à toucher. La finesse et la multiplicité des canaux sont donc une force, mais aussi une faiblesse. Si les ailettes se bouchent ou si les tubes internes s'encrassent, l'efficacité chute. Le liquide de refroidissement n'est pas simplement de l'eau. C'est un mélange étudié pour transporter la chaleur, résister au gel, résister à l'ébullition et protéger les métaux. Il contient généralement de l'eau déminéralisée, du glycol et des additifs anti-corrosion, anti-mousse et protecteurs. Son rôle est double. Transporter les calories et préserver l'intérieur du circuit. Si vous mettez uniquement de l'eau du robinet, vous pouvez créer du calcaire, de la corrosion et des dépôts. En dépannage d'urgence, ajouter de l'eau peut parfois permettre de rejoindre un endroit sûr, mais ce n'est pas une solution durable. Un mauvais liquide, un mélange incompatible ou un liquide trop vieux peut former des boues, attaquer certains matériaux, réduire la protection contre le gel et boucher partiellement le radiateur. Quand un radiateur est obstrué de l'intérieur, il ne fuit pas forcément. Il peut même paraître correct à l'extérieur, pourtant, le liquide ne traverse plus bien tous les passages. Certaines zones ne refroidissent plus, et le moteur peut chauffer en côte, en été ou dans les embouteillages. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut respecter le type de liquide recommandé et le remplacer périodiquement. Le liquide de refroidissement est un consommable de protection, pas un fluide éternel. Pour faire circuler ce liquide, il faut une pompe. On l'appelle souvent pompe à eau. Même si elle fait circuler du liquide de refroidissement, selon les voitures, elle peut être entraînée par une courroie, par la distribution, par une courroie d'accessoires ou par un moteur électrique. Son rôle est de créer le débit. Sans elle, le liquide chaud resterait autour du moteur et le radiateur ne pourrait pas évacuer la chaleur. Une pompe en bon état assure un mouvement régulier. Une pompe usée, dont les ailettes internes sont abîmées, dont le roulement fatigue, dont le joint fuit ou qui n'est plus entraîné correctement, peut provoquer une surchauffe, même si le radiateur est neuf. C'est pour cela qu'on ne doit jamais diagnostiquer une surchauffe en accusant immédiatement une seule pièce. Le radiateur peut être en cause, mais la pompe, le thermostat, le ventilateur, le bouchon, une durite, un capteur ou une purge mal faites peuvent aussi être responsables. Le thermostat est une petite pièce très importante. Quand le moteur est froid, il limite ou empêche le passage du liquide vers le radiateur principal. Cela permet au moteur de monter rapidement en température. Si le liquide partait immédiatement se refroidir, le moteur mettrait trop longtemps à atteindre sa température idéale. Une fois le seuil prévu atteint, le thermostat s'ouvre progressivement et laisse le liquide circuler vers le radiateur. Il régule donc le refroidissement. S'il reste bloqué fermé, le liquide ne va pas correctement au radiateur et le moteur peut surchauffer très vite. S'il reste bloqué ouvert, le moteur peut rester trop froid, surtout en hiver, avec une consommation plus élevée, un chauffage habitacle faible et un fonctionnement moins optimal. Le thermostat est discret, mais il décide à quel moment le radiateur entre pleinement en action. Il montre bien que le refroidissement n'est pas seulement une question de dissiper le maximum de chaleur, mais de dissiper la bonne quantité au bon moment. Le ventilateur de refroidissement prend le relais quand l'air naturel ne suffit pas. Sur route ou autoroute, la vitesse du véhicule force l'air à traverser le radiateur. Mais dans un embouteillage, à un feu rouge ou lors d'une manœuvre lente, le flux d'air devient faible. Le radiateur a alors besoin d'un ventilateur pour aspirer ou pousser l'air à travers son faisceau. Sur beaucoup de voitures modernes, ce ventilateur est électrique et commandé par des capteurs et un calculateur. Il peut tourner à plusieurs vitesses, se déclencher avec la climatisation ou continuer quelques instants après l'arrêt du moteur. Ce n'est pas forcément inquiétant. Le système évacue la chaleur accumulée. En revanche, si la température grimpe et que le ventilateur ne se déclenche jamais, il faut chercher un problème de fusible, de relais, de moteur de ventilateur, de sonde, de câblage ou de commande électronique. Une voiture peut très bien ne pas chauffer sur route rapide, puis surchauffer en ville, simplement parce que le ventilateur ne fait plus son travail à basse vitesse. Le radiateur a besoin d'air. Sans air, même un bon radiateur perd une grande partie de son efficacité. Le circuit de refroidissement fonctionne aussi sous pression, c'est un point capital. Quand un liquide est sous pression, son point d'ébullition augmente, ce qui lui permet de rester liquide à une température plus élevée,
Tant que le liquide reste liquide, il transporte efficacement la chaleur. S'il se met à bouillir, il forme de la vapeur, et la vapeur refroidit beaucoup moins bien. Le bouchon du vase d'expansion ou du radiateur maintient cette pression et agit comme une soupape de sécurité. Voilà pourquoi il ne faut jamais ouvrir le bouchon quand le moteur est chaud. Le liquide peut être brûlant, sous pression, et jaillir violemment. Cela peut provoquer de graves brûlures. Si vous devez contrôler le niveau, il faut attendre que le moteur soit froid. Le vase d'expansion, lui, permet au liquide de se dilater quand il chauffe. Le niveau monte et descend légèrement selon la température. Les repères minimum et maximum doivent être lus moteur froid. Si le niveau baisse régulièrement, ce n'est pas normal. Il peut y avoir une fuite, une évaporation liée à un bouchon défaillant, une durite poreuse, un radiateur fissuré, une pompe qui suinte, ou, dans les cas plus graves, un problème interne au moteur. L'air dans le circuit est un autre ennemi. Le liquide transporte très bien la chaleur, l'air beaucoup moins. Si une poche d'air reste coincée après une intervention, ou à cause d'un niveau trop bas, elle peut empêcher la bonne circulation, perturber le thermostat, réduire le chauffage de l'habitacle et provoquer des variations de température. Après un remplacement de radiateur, de pompe à eau, de durite ou de liquide, il faut donc purger correctement le circuit. Certaines voitures se purgent facilement, d'autres demandent une procédure précise. Une purge mal faite peut faire croire à une panne, alors que le problème vient simplement de bulles d'air emprisonnées. On peut avoir une température qui monte, un chauffage qui souffle froid, des glouglous dans le tableau de bord, ou un niveau qui varie anormalement. Dans un système de refroidissement, le remplissage et la purge sont aussi importants que les pièces elles-mêmes. Les pannes du radiateur se manifestent souvent par des signes visibles, la fuite est la plus évidente. Elle peut venir du faisceau, d'un réservoir plastique, d'un sertissage, d'un raccord ou d'une durite connectée au radiateur. On peut voir une flaque sous la voiture, des traces colorées, des dépôts blanchâtres, une odeur légèrement sucrée ou une baisse du niveau dans le vase. Une petite fuite ne doit pas être ignorée, parce qu'à chaud et sous pression, elle peut devenir beaucoup plus importante. À froid, on croit parfois que ce n'est rien. En roulant, la pression monte et le liquide s'échappe. Une fuite lente peut vider le circuit progressivement jusqu'au jour où le moteur chauffe brutalement. Un radiateur peut aussi être bouché extérieurement par des feuilles, des insectes, de la boue ou de la poussière. Si l'air ne passe plus bien à travers les ailettes, l'échange thermique diminue. Le nettoyage doit être fait avec prudence, car les ailettes sont fines et se plient facilement. Un radiateur peut enfin être bouché intérieurement par de la corrosion, des dépôts ou un ancien produit anti-fuite. Dans ce cas, le diagnostic est plus délicat, car il faut vérifier la circulation, les températures et l'état global du circuit. Quand la température moteur monte au tableau de bord, il faut réagir avec calme mais sérieux. Continuer à rouler en surchauffe peut provoquer des dégâts importants. Si vous pouvez le faire sans danger, il faut réduire la charge du moteur, couper la climatisation, éviter les fortes accélérations, et se ranger dans un endroit sûr. Mettre le chauffage habitacle à fond peut parfois aider temporairement, parce que le petit radiateur de chauffage évacue un peu de chaleur supplémentaire. Mais ce n'est qu'une solution de secours pour gagner du temps. Une fois arrêté, on laisse refroidir. On n'ouvre pas le bouchon à chaud. Quand le moteur est froid, on peut vérifier le niveau, observer les traces et décider s'il faut faire appel à une assistance. Une surchauffe sévère peut abîmer le joint de culasse, voiler la culasse, fatiguer les joints, dégrader l'huile et fragiliser les durites. C'est pour cela qu'un voyant de température n'est jamais une décoration. C'est un avertissement vital. Le chauffage de l'habitacle est relié à ce système. À l'intérieur de la voiture, il existe un petit radiateur de chauffage. Le liquide chaud du moteur y circule, et un ventilateur souffle de l'air à travers lui pour chauffer l'habitacle. Si le niveau de liquide est trop bas, si le circuit contient de l'air ou si la circulation est mauvaise, le chauffage peut devenir tiède ou froid. Parfois, un chauffage qui ne fonctionne plus correctement est l'un des premiers indices d'un problème de refroidissement. Si le radiateur de chauffage fuit, on peut sentir une odeur de liquide dans l'habitacle, avoir de la buée grasse sur le pare-brise, ou trouver de l'humidité au niveau des tapis. Même si ce n'est pas le radiateur principal, tout appartient au même circuit thermique. La chaleur du moteur sert à la fois à être évacuée vers l'extérieur et à chauffer l'intérieur quand on en a besoin. Sur les voitures modernes, la gestion thermique peut être encore plus complexe. Il peut y avoir des pompes électriques, des thermostats pilotés, des volets actifs devant la calandre, plusieurs circuits de refroidissement, un échangeur pour l'huile, pour le turbo, pour la boîte automatique
ou pour des composants hybrides. Le principe reste pourtant identique. Déplacer la chaleur depuis les zones où elle pose problème vers des zones où elle peut être dissipée. Plus le véhicule est performant, compact, puissant ou optimisé pour la consommation, plus la gestion de la chaleur devient précise. Un calculateur peut décider d'ouvrir davantage un passage, de déclencher un ventilateur, de fermer des volets de calandre pour chauffer, plus vite, puis de les ouvrir quand il faut refroidir. Ce monde moderne rend le diagnostic parfois plus technique, mais il ne change pas la base. Un bon refroidissement demande du liquide propre, une circulation correcte, un échange d'air efficace et une pression maîtrisée. L'entretien est la meilleure défense. Il faut vérifier le niveau à froid, observer la couleur du liquide, respecter le type recommandé, remplacer le liquide quand il est trop vieux, surveiller les durites, les colliers, les traces autour du radiateur, le fonctionnement du ventilateur et les variations de température. Il ne faut pas mélanger des liquides au hasard. Parce que la couleur ne suffit pas toujours à garantir la compatibilité, il faut éviter de considérer les produits anti-fuite comme une réparation normale. En dépannage, ils peuvent parfois aider, mais ils peuvent aussi encrasser de petits passages et masquer un problème plus sérieux. Si un radiateur fuit, il faut comprendre pourquoi. Est-ce l'âge, une fissure, une surpression, un choc, une mauvaise fixation, une corrosion interne? Si on remplace la pièce sans traiter la cause, la panne peut revenir. De la même façon, si une pompe à eau est entraînée par la distribution et qu'on intervient sur cette distribution, il est souvent logique d'évaluer son remplacement en même temps selon l'état et les recommandations. Le refroidissement se pense comme un ensemble, pas comme une pièce isolée. Je veux que vous reteniez une image simple. Le radiateur est la fenêtre par laquelle le moteur rejette son excès de chaleur. Le liquide arrive chargé de chaleur, traverse des tubes fins, transmet cette chaleur au métal. Les ailettes la présentent à l'air, et l'air l'emporte. La pompe fait circuler le liquide, le thermostat décide quand l'envoyer pleinement vers le radiateur, le ventilateur fournit de l'air. Quand la voiture ne roule pas assez vite, le bouchon maintient la pression, le vase d'expansion absorbe la dilatation, et le liquide protège tout l'intérieur du circuit. Si un seul élément faiblit, l'équilibre peut se rompre. C'est ce qui rend le radiateur si important. Il est simple dans son principe, mais il dépend d'un système complet et précis. Alors la prochaine fois que vous conduisez et que votre aiguille de température reste stable, souvenez-vous de tout ce travail invisible. Sous le capot, le moteur produit une chaleur énorme, le liquide la transporte, le radiateur la rejette, et tout cela se déroule sans bruit particulier, sans spectacle, sans attirer votre attention. C'est souvent comme ça avec les pièces les plus importantes. On ne les remarque que lorsqu'elles ne fonctionnent plus. Moi, Didier Manson, je vous le dis franchement. Comprendre le radiateur, ce n'est pas seulement apprendre une notion mécanique, c'est apprendre à protéger son moteur, surveiller le niveau, respecter le liquide, ne jamais ouvrir à chaud, ne pas ignorer une surchauffe, faire diagnostiquer une fuite, et entretenir le circuit peuvent vous éviter des réparations très coûteuses. Un radiateur en bon état ne rendra pas votre voiture plus rapide, mais il permettra à votre moteur de rester vivant, stable et fiable. Et maintenant que vous savez comment il fonctionne, vous savez aussi pourquoi cette pièce discrète mérite beaucoup plus de respect qu'on ne lui en donne habituellement.